Ce samedi 25 juin, le Comité national de liaison des associations du souvenir, le Comité national Félix Eboué, la Société des amis de Gaston Monnerville ont donné rendez-vous aux adhérents, sympathisants et amis autour de la statue de Gaston Monnerville située près du Jardin du Luxembourg, ainsi qu'au Panthéon pour honorer la mémoire de nos grands hommes tels que Victor Schellcher, Félix Eboué, Toussaint Louverture, Louis Delgrès, l'abbé Grégoire et Gaston Monnerville. Le Comité national Félix Eboué, la Société des amis de Gaston Monnerville, ici représentés, entretiennent fidèlement. Nous allons évoquer les valeurs humanistes qui ont été celles des grands hommes et des femmes d'exception, ici présents au Panthéon, et qui restent, dans le contexte de violence que connaît aujourd'hui notre pays, un modèle, une voie à suivre pour notre jeunesse et pour chacun et chacune d'entre nous. Évoquer ce glorieux passé républicain n'est en rien une nostalgie de temps révolus, mais doit servir à conforter celles et ceux qui se sont engagés dans ce combat permanent pour qu'une humanité heureuse, réconciliée avec elle-même, émerge enfin des torrents d'indifférence et de violence qui la menacent encore quotidiennement. À ce titre, je voudrais aussi remercier celles et ceux qui, les années précédentes, ont participé à ce pèlerinage et à ce témoignage de fidélité, parmi eux Myriam Cotias l'an dernier, Gisèle Bourquin en 2013, Rémi Marcin en 2008 et bien sûr notre chère Henriette qui s'est exprimée au début en 1983. J'ai lu avec attention vos discours bien documentés et souvent très émouvants. Ils m'ont incité à apporter à mon tour une pierre, certes modeste, mais une pierre de plus à ce bel édifice que vous avez commencé à construire. Je vous remercie donc pour ce démarrage. Bien que je ne sois ni historien, ni juriste, ni sociologue, ni philosophe, je vais tenter d'évoquer, comme citoyen du monde, qui a vécu outre-mer, qui a épousé une Antillon-guyanaise, qui s'est impliqué dans la vie associative et sociale, qui a des enfants métis et qui a connu, à travers ses proches, les difficultés du vivre ensemble que nous avons, que vous avez dû rencontrer vous-même et qui ne voudraient pas considérer comme acquise une situation encore largement insatisfaisante. Nous pouvons faire encore mieux que ce que nous connaissons, et c'est précisément ce que nos grands héros, honorés aujourd'hui, ont imaginé à leur époque et mis en pratique tout au long de leur vie, consacrée au progrès de l'humanité. État inacceptable où la couleur de la peau restait un marqueur indélébile de la discrimination sociale qui les frappait. Ainsi, ce 1er juillet, Félix Eboué, alors gouverneur de la Guadeloupe et de ses dépendances, s'adresse d'abord aux jeunes, car il sait la jeunesse insoumise par nature. Il peut donc compter sur elle pour mettre en mouvement un corps social trop éprouvé par les angoisses du quotidien. Je vous invite donc à parcourir le document en annexe que vous avez, le document jaune, dont il est l'auteur. Il adressait ce message aux élèves, mais aussi aux adultes, et nous devons le comprendre encore aujourd'hui comme nous étions destinés. Comment Félix Eboué, fils d'Aurélie d'Éveillé, dit Manly, et d'Urbain Yves Eboué, orpailleur, a-t-il porté dans sa vie personnelle ces préceptes si exigeants pour les jeunes comme pour les adultes? Comment a-t-il joué le jeu lui-même? La famille Eboué était originaire d'Afrique. Ses ancêtres esclaves avaient été enregistrés sur les habitations de la région de Roi en Guyane. Félix, né en 1884, a toujours été bon élève. Après ses études de droit, il a passé le concours de l'école coloniale et s'est retrouvé affecté en Normandie-Charine en 1909 comme administrateur. Il n'a cessé d'approfondir et d'enrichir sa politique administrative en épanouissant les valeurs humaines et sociales dans un cadre de concertation et de respect des traditions africaines. Malgré les bons résultats de son activité d'administrateur, sa carrière n'a pas toujours progressé au rythme attendu. Il a dû endurer le choc du préjugé de couleur et s'armer d'audace contenue dans l'accomplissement de son labeur quotidien. Je le cite lui-même. Tenace, il ne s'est pas découragé et en 1931, il a été finalement nommé administrateur en chef et sera le premier administrateur noir à exercer de hautes responsabilités aux Antilles. De 1932 à 1934, il est secrétaire général de Martinique. En 1936, il est nommé gouverneur par intérim de la Guadeloupe, chargé d'appliquer les lois sociales et le programme du Front populaire. Il installe un inspecteur du travail, crée un service du travail et de la province sociale, une caisse de compensation pour les congés payés, il prépare des conventions collectives, ouvre une école d'agriculture, construit des stades.
Victime de critiques politiques mal fondées, il quitte la Guadeloupe sous les vivas de milliers de Guadeloupéens venus l'accompagner jusqu'au bout. Georges Mandel, ministre des colonies du gouvernement d'Aladier, qui succède à celui du Front populaire, propose Eboué le poste de gouverneur du Tchad, poste qu'il accepte avec beaucoup de réticence, car ce territoire est à l'époque considéré comme déshérité. Ce sera pour lui l'occasion de révéler ses talents d'organisateur hors pair et de connaître un rôle capital dans la libération de la France. En 1939, il rencontre sur place Gaston Monnerville, qui conduit une commission d'enquête parlementaire sur les capacités de défense des colonies. Gaston Monnerville déclarera avoir trouvé, lors de cette entrevue, Félix Eboué bien déterminé à ne pas céder le Tchad à l'Allemagne. En juin 1940, l'armée française est défaite et Paris occupé. Le 18 juin, le général de Gaulle, depuis Londres, lance son appel à la résistance. Le 26 août, le Tchad rallie la France libre, sous l'impulsion d'Eboué, contraignant le Cameroun et le Congo à suivre dans la même direction. Le 29 juin, Eboué rejette les clauses de l'armistice signé par Pétain, faisant de facto du Tchad l'assise nationale de la France libre. Le 13 novembre, Eboué est nommé gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, zone stratégique d'où vont partir les troupes françaises de la libération. Eboué, épuisé par une vie de labeur incessant, s'éteint le 17 mai 1944 au Caire, lors d'un voyage de congé. Mesdames et messieurs, nous venons d'évoquer une vie bien remplie, exemplaire à plus d'un titre, celle d'un haut personnage de notre République. Félix Eboué a joué le jeu. Jusqu'à son dernier souffle, toutes les exigences ont été remplies. Le sentiment d'indépendance, l'audace sans complexe, le refus d'embrigadement pour une mauvaise cause, fut-elle celle d'un gouvernement vaincu. La prise d'initiative tout en jouant collectif, l'acceptation du jeu des institutions lorsqu'elles restent loyales à la République et ne la trahissent pas. Le respect d'autrui, même dans l'adversité et la compétition, l'amour et le respect des valeurs nationales, sans mépris pour les autres, la fraternité humaine et le refus de la vénalité. Et enfin, l'élévation, qui n'a jamais enlevé à Félix Eboué sa proximité avec le peuple. Tout y est. C'est une belle épopée au service du bien commun que Félix Eboué a vécu sur les 3 continents, américains, européens et africains. Puisse-t-il encore inspirer les jeunes et les adultes en France et de par le monde. Cela nous conduit à évoquer d'autres grandes figures, incontournables de cette lutte pour la libération de l'humanité, personnalités dont les cendres sont ici amplifiées. L'abbé Grégoire, vous en avez parlé, dont le nom figure sur nombre de plaques de rues et de places dans nos départements ultramarins et métropolitains. C'est une de ces figures emblématiques qui ont joué un rôle déterminant dans la rupture avec la logique économique qui a toujours servi de justification à la poursuite de l'esclavage. De la chair aux tribunes de la Révolution, son combat sans concession pour l'égalité des hommes s'est poursuivi depuis l'Assemblée nationale constituante, avant d'aboutir finalement à la Convention en passant par l'Assemblée législative. Député à nouveau le 4 juin 1793, il adresse un pathétique appel à la Convention qui se traduira par le célèbre décret du 16 Pluviose en 2. Je vous cite. La Convention nationale déclare aboli l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution. Combattant des droits de l'homme, soldat de la justice, apôtre de la fraternité, il survécut à la Convention, à l'Empire et à la Restauration. Il subit le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, mais il ne pactisera pas pour autant avec ses adversaires et chercha jusqu'à sa mort, à 81 ans, le jeune athlète qui porte le relais, qui jouerait le jeu comme Félix Eboué le dira plus tard. Et ce jeune athlète, qui était déjà là, s'appelait Victor Schœlcher. C'est lui qui allait parachever de façon définitive son œuvre. Victor Schœlcher, né en 1804, d'origine alsacienne, fait de courtes études au lycée Condorcet, côtoyant les milieux littéraires et artistiques parisiens. Son père commerçant aux Amériques. Lorsqu'il est à Cuba, il est révolté par l'esclavage. De retour en France, il devient journaliste et critique artistique, publiant des articles, des ouvrages, multipliant les déplacements d'information. Il adhère à la franc-maçonnerie, la loge et les amis de la vérité, via la clignante amitié. Le discours abolitionniste de Schœlcher évolue au cours de sa vie. En 1933, il publie un premier grand ouvrage de l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale. Ce livre est un réquisitoire terrible contre l'esclavage et pour son abolition, mais il ne propose en conclusion qu'un texte de loi ne visant qu'à humaniser l'esclavage
et non pas à l'abolir immédiatement. Par contre, après un nouveau voyage aux Antilles en 1840, il se prononce pour une abolition immédiate et complète, et se consacre désormais entièrement à cette cause. Nommé sous-secrétaire d'État à la Marine et colonies dans le gouvernement provisoire de 1848 par le ministre François Arago, il contribue à faire adopter le décret sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Le décret, signé par tous les membres du gouvernement, paraît au Moniteur le 5 mars. À la fin de sa vie, il décida de tout donner ce qu'il possédait. Il a fait donc une collection d'objets au Conseil général de la République, aujourd'hui hébergé au musée des Schœlcher, comme vous connaissez. Victor Schœlcher est mort le 25 décembre, le soin d'évoquer les autres figures mondialement reconnues, dont les présidents Nelson Mandela et Barack Obama, tout en ayant une pensée affectueuse envers celles et ceux qui, plus loin de nous, ont tant donné jusqu'à leur vie, comme ce fut le cas pour Toussaint Louverture, ou le capitaine Louis Delbès, ou encore le commandant Camille Montenol, et qui méritent ainsi toute notre reconnaissance. J'en arrive à la conclusion. Proches ou éloignés de nous, ils avaient tous cherché à jouer le jeu, et souvent réussi dans cette entreprise. Lorsque ce ne fut pas le cas, ils n'abandonnèrent jamais leur idéal de justice et de recherche de la concorde entre les hommes, pour que soit leur origine ou leur couleur de peau pouvait gêner. Nous n'oublierons pas leur sacrifice et nous continuerons, je l'espère, mesdames et messieurs, à honorer leur mémoire et à promouvoir leur vision avancée d'une humanité portée par le progrès et réconciliée avec toutes ses filles et avec tous ses fils. Je vous remercie. J'espère que comme moi, vous avez ressenti. C'est les paroles prononcées ici par Yves Béguin venaient du fond. Elles n'étaient pas factices, elles n'avaient rien de superficiel. Elles étaient d'actualité à des hommes de qualité qui, aujourd'hui, là où ils sont, doivent se rendre compte qu'ils ne parlaient pas pour rien, qu'ils n'ont pas combattu pour rien, puisque nous sommes là et qu'après nous, il y en aura d'autres. La présence des jeunes aujourd'hui le prouve. Je voudrais profiter de ce moment, la ministre qui s'est fait représenter aujourd'hui par Madame Barbara, Jean-Élie, et puis surtout signaler la présence de nos amis de la Guadeloupe qui sont arrivés hier afin de participer avec nous à cet hommage que nous rendons aujourd'hui. Président du comité Félix Eboué de Basse-Terre et Madame la présidente du comité Schœlcher de Basse-Terre. Voilà. Pour nous, sans en rajouter davantage, je vous remercie une fois de plus et souhaite que par la suite, vous soyez de plus en plus nombreux à faire circuler, en mine de rien, cette information sur les nôtres, dont on doit être fier et ne jamais avoir de complexe, parce qu'ils n'en ont jamais vu. Est-ce important de perpétuer la mémoire de ces grands hommes? Absolument, parce qu'ils se sont dévoués pour nous, pour la bonne cause. Donc ce serait vraiment injuste de ne pas penser à eux et de ne pas les remercier à notre manière. Oui, c'est important, parce qu'on a l'impression que les jeunes, surtout aujourd'hui, sont démunis de tout, ils sont à la recherche de tout. Alors, autant qu'ils connaissent bien leurs racines et qu'ils sachent quelle est leur véritable histoire. Je vous remercie, Madame.